Bon, on verra. On part en freestyle, on voit ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, il n'y a pas de problème. Alors. Bienvenue sur le podcast Yaniro, podcast dans lequel toutes les 2 semaines je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'interviewe Claude Thérosier, CEO et fondatrice de Magic Makers, l'entreprise qui apprend à coder aux enfants de 6 à 15 ans. Dans cet épisode, Claude nous parle de l'art subtil du lâcher-prise après 4 ans et 2 levées de fonds, de comment rester libre dans son entreprise quand les règles du jeu et les responsabilités ne sont plus du tout les mêmes qu'au début. On parle aussi méditation et du nombre d'heures de sommeil d'Elon Musk. Bonne écoute. Bonjour Claude, je suis vraiment très content donc, de t'accueillir dans le podcast Yaniro. Donc Claude Thérosier, tu es la fondatrice et CEO de Magic Makers. C'est ça, exactement. Je vais essayer de pitcher Magic Makers, tu me dis si je le fais aussi bien que toi parce que tu dois le faire assez régulièrement. Donc ça a été fondé en 2013 ou 2014 ? 2014. 2014 et Magic Makers, donc ce sont des ateliers pour apprendre aux enfants donc de 6 à 15 ans à coder. Exactement. Voilà, et c'est avec tes propres enfants que tu as vu qu'il y avait besoin d'apprendre à coder, que c'était pas si facile. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. En fait, j'ai la boîte à 4 ans, l'idée à 6 ans, parce que j'ai eu l'idée en 2012, et c'est très précisément marqué. Mon fils aîné avait 8 ans. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait Télécom Paris Tech. Et il y avait les 15 ans de la promo. Et je me souviens, il y avait un film qui avait été tourné par des copains. Ils étaient allés voir plein de ponts des nouvelles techno d'Internet. Sur ce qui s'était passé depuis 15 ans, ce qui allait se passer depuis 15 ans. Et moi, j'ai vraiment eu un peu comme une révélation. C'est de là qu'est venue l'idée de Magic Makers. C'est parce que c'est le moment où j'ai réalisé, en fait, à quel point c'était allé vite en 15 ans. Moi, quand j'ai passé mon diplôme d'école, d'ingénieur, j'ai eu ma première adresse mail à l'époque. Quand je suis rentrée en école, quand je suis sortie, il y avait déjà les navigateurs. À l'époque, c'était Netscape. Et tout le monde lisait ses mails à distance. Et ça, c'était il y a 15 ans aujourd'hui, mais ça semble une évidence. J'ai juste réalisé à quel point c'était allé vite et à quel point la transformation de l'informatique sur la société, je la comprenais parce que j'avais la chance, si c'est de la chance, d'avoir appris à programmer en école d'ingé. Et vraiment, je me suis dit que c'était pas normal qu'il faille faire des études supérieures pour comprendre ça. À l'époque, mon fils avait 8 ans, je me suis dit, mais en fait, il se trouve qu'il y avait quelqu'un dans les interviews qui disait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'apprendre à programmer vos enfants. Et là, ça a fait tilt, je me suis dit, mais effectivement, un enfant, c'est vachement plus facile de comprendre quand on est enfant que quand on est adulte. Et puis surtout, c'est juste une question pédagogique. J'ai pensé à la manière dont on m'avait enseigné l'informatique en école d'ingé. C'est pas excessivement compliqué, les fondamentaux. Non, voilà, si on t'explique. Et surtout, si tu fais des choses simples et concrètes et qui ont du sens, là, tu t'amuses. Parce qu'en réalité, programmer, c'est très jouissif intellectuellement. Pour peu que on ait compris, qu'on sache qu'on fait, etc. Et donc vraiment, je me suis dit, mais bien sûr, c'est évident. Mettons les enfants, je vais mettre mon fils à l'informatique. Et en 2012, il n'y avait rien pour apprendre à programmer aux enfants. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc je me suis dit, et là vraiment, je parle de révélation, c'est vraiment une révélation, c'est-à-dire que je me suis dit qu'il y avait un manque dans la société, que c'était trop énorme, et que globalement, je cherchais une idée pour monter une boîte, j'avais trouvé, et que si ça marchait pas la boîte, le sujet il pouvait m'occuper jusqu'à ma retraite. D'une manière ou d'une autre. Exactement, voilà, que c'était vraiment un sujet fondamental de société. Et cette idée-là n'a fait que s'enraciner plus profondément en moi, quoi. C'est pas une lubie. Et 4 ans après, donc ça a plutôt bien avancé, parce que donc là maintenant, il y a eu plus de 5000 enfants qui ont été formés par votre approche pédagogique. Même plus de 10 000. Plus de 10 000, ouais. Ça a un peu bougé. Vous avez 5 ou 6 centres, plus que ça maintenant ? 6. On a 6 centres et des lieux partenaires. L'année dernière, j'avais plus de 1000 enfants qui étaient inscrits à l'année, qui venaient toutes les semaines en atelier à l'année. Là, juste sur l'été, on a fait plus de 1500 enfants en stage là, en 2 mois. Donc mais en fait, ça, ce que ça prouve, c'est qu'effectivement, j'avais raison, il y avait un besoin, et j'ai eu la chance de d'accompagner sa création et sa croissance, parce qu'on n'en est qu'au début. Il y a encore plein de gens qui disent, qui se rendent pas compte en fait de l'impact et qui pensent que c'est pas important d'apprendre à programmer, même si c'est rentré dans les programmes scolaires. Mais en fait, surtout, au-delà du volume, ça marche parce que je pense que ce qu'on propose, ça va au-delà de j'apprends à programmer. Ça, c'était ma deuxième révélation quand j'ai commencé à regarder, parce que
me suis dit, apprendre à programmer, comment on fait pour des enfants, avec quels outils. Et puis surtout, j'avais vraiment cette idée que c'était pas juste de l'initiation, c'est-à-dire qu'apprendre quelque chose, c'est quand même compliqué. Tout le monde peut apprendre quand on y prend du temps et qu'on le fait, qu'on pratique régulièrement. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve une méthode pédagogique dans la durée. Et donc j'ai regardé, et je suis tombée sur les travaux du MIT, un laboratoire au Media Lab qui s'appelle Lifelong Kindergarten, qui a créé Scratch, qui est un outil qui est d'ailleurs le plus connu aujourd'hui pour apprendre à programmer aux enfants, et qui est génial parce qu'il n'a pas été fait par des informaticiens, il a été fait par des chercheurs en sciences de l'éducation, par des gens qui se demandent comment on apprend. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, programmer, c'était pas une fin en soi, c'était plutôt un super levier pédagogique pour apprendre à réfléchir, pour apprendre à créer, pour apprendre des concepts compliqués en les manipulant par la pratique. Quand vous faites un jeu vidéo où vous contrôlez les déplacements d'un personnage sur une grille XY, les coordonnées, après, vous avez compris. Mais vous avez compris parce que vous voyez à quoi ça sert, parce que vous en avez besoin pour contrôler les déplacements de votre personnage. Là, c'est plus... Le fameux côté de « j'ai appris les maths à l'école, quand est-ce que ça sert ?» La programmation, ça sert tout de suite, en fait. Ouais, là, alors, pour ceux qui connaissent l'informatique, on vous apprend les variables. Quand on vous apprend les variables, les variables, c'est une façon de stocker, de manipuler l'information. Quand on vous apprend ça comme ça, quand vous faites faire un jeu vidéo à un enfant, assez rapidement, il veut compter les points. Et là, vous lui expliquez une variable, tu vois, tu crées une variable score, et puis à chaque fois que tu marques un point, pof, tu fais plus un score, et voilà, quoi. Et là, ils sont super contents d'apprendre ce que c'est qu'une variable. Ça renverse complètement le paradigme. Et ça a été vraiment la deuxième révélation pour moi. Que l'enjeu, c'était pas de former des informaticiens, de former des développeurs, c'était d'apprendre à apprendre, d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à trouver la solution, d'apprendre à se tromper pour trouver la solution, d'apprendre à créer des choses en s'amusant. Et que ça, en fait, ces compétences-là, en réalité, c'était les compétences dont on avait besoin aujourd'hui pour travailler, pour mener à bien n'importe quel projet, en fait. Et que c'était pas des compétences sont pas les compétences qui sont enseignées à l'école pour l'instant. Pour l'instant, parce que ce qui est très drôle, c'est que dans des interviews que tu donnais au tout début de Magic Makers, on voit qu'il y a des gens qui te regardent un peu comme un extraterrestre en disant alors d'accord, apprendre à coder aux enfants, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, en 2018, on parle donc du plan Mercredi soutenu par l'Éducation nationale. Et alors j'imagine que ça t'arrive encore d'être pris pour un alien, mais de moins en moins. Alors clairement, ça m'arrive beaucoup moins. Par contre, il y a encore toute une frange de la population qui a peur de la technologie, donc on parle quand même beaucoup de l'addiction aux écrans. Il y a des gens qui vraiment pensent que leurs enfants ne doivent pas passer de temps sur les ordinateurs et sur les écrans. Et donc moi, ces gens-là, régulièrement, je me prends d'expliquer à nouveau que le numérique ne va pas disparaître. Le numérique, il change la façon dont on travaille, il change la façon dont on interagit, la façon même dont on pense, parce qu'il y a des choses qu'on fait faire par l'ordinateur et du coup on pense à autre chose à la place. Donc cette transformation, elle est fondamentale, elle ne va pas s'arrêter. Et donc du coup, il y a un enjeu phénoménal à donner les clés de ça aux enfants, non pas pour qu'ils ne subissent pas cette réalité, mais qu'ils comprennent comment elle fonctionne et qu'ils la remettent à sa place comme quelque chose au service de l'homme, pas quelque chose qu'on subit. Et concrètement, si nous, la première fois qu'on voit un écran, c'est à 18 ans, c'est un peu tard, en fait. De toute façon, ça arrivera avant, d'une manière ou d'une autre, donc peut-être voilà, autant le diriger. Alors, du coup, voilà, plutôt que de retarder ça, plutôt passer du temps intelligent sur les écrans, du temps où on crée des choses, du temps où on est concentré parce qu'on cherche à résoudre un problème. Parce que quand vous créez un jeu vidéo, croyez-moi, c'est compliqué. Et du coup, au lieu d'avoir des enfants qui zappent d'une information à une autre, on a des enfants qui ont passé 1h30 à enchaîner des commandes, à tester pour voir ce que ça fait, à recommencer, etc. Donc très concentrés et très attentifs. Et donc autant passer du temps intelligent sur les écrans quand ils sont jeunes et leur montrer que c'est quelque chose sur lequel ils ont du pouvoir et pas quelque chose de mystérieux qu'ils ne comprennent pas, montrer que c'est quelque chose qui n'est pas magique. Enfin, justement, c'est magique quand on comprend comment ça marche. T'as choisi un nom pas approprié, du coup. Mais au contraire, Magic Makers, en fait, le nom, c'était de se dire, quand on comprend pas, ça a l'air magique, et quand on comprend et qu'on est capable de faire, c'est encore plus magique. Ouais, c'est passer de l'autre côté. Donc, et alors, donc, de toute façon, je suis vraiment moi très curieux de voir où va aller Magic Makers, mais comme tu le sais, donc le podcast Yaniro s'intéresse aussi aux ouvriers derrière les entreprises, donc les entrepreneurs et les entrepreneuses. Pour resituer pour ceux qui nous écoutent, donc en 4 ans et tout ce qu'on a déjà dit, là où vous avez une étape de première levée de fonds à 600 000 et là une levée de fonds très récente à 3 millions d'euros, ce qui m'amène à
une question qui coule de source, qui est que ton dernier tweet juste avant les vacances, c'était l'art subtil de s'en foutre par Mark Monson, un livre que je conseille à tout le monde. Alors pourquoi il faut lire ça pendant les vacances? Je l'ai pas lu, je pense que je vais le lire. Ça fait longtemps qu'on m'en parle. Il est sympa. Alors. En réalité, est-ce que tu l'as lu du coup? Oui, je l'ai lu, je viens de le finir, donc je peux en parler. C'était ton livre de vacances. Ah bah, ouais, parfait. alors c'est pas le seul, mais ça a été un de mes livres de vacances. En tout cas, ça a été mon livre de développement personnel pendant les vacances. En réalité, donc le livre, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ouais, avec un F caché pour rester poli. Ouais, c'est ça, pour rester poli. Mais quand tu ouvres dans la deuxième de couve, il le marque en entier. Hein, donc, ce qui est très sympa avec ce bouquin, c'est que il parle comme toi et moi, de façon très courante, mais en fait, il évoque tout un certain nombre de sujets qui sont très liés autour de la méditation, du zen, même s'il rentre pas dans ces détails-là, mais c'est tous ces principes qui sont autour de ça. En fait, en réalité, ça a été la grande leçon quand on monte son entreprise. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Moi, mon entreprise, elle est passée d'une feuille blanche, une idée dans ma tête sur une feuille blanche. Donc j'ai eu l'idée il y a 6 ans. J'ai quitté SFR, chez qui je travaillais, il y a 5 ans, et j'ai créé Magic Maker. J'ai déposé les statuts 1 an plus tard, il y a 4 ans. Et donc ça fait 5 ans, on va dire, que je suis passée d'une feuille blanche d'une idée sur une feuille blanche à maintenant une boîte avec des milliers d'enfants et des milliers de clients. J'ai 20 personnes dans mon équipe, plus quasiment une centaine d'animateurs qui sont des étudiants qu'on va former, qui vont animer à temps partiel les ateliers toutes les semaines ou pendant les vacances. Donc c'est pas du tout la même chose, quoi. Au début, je faisais tout toute seule. Maintenant, j'ai une équipe, même plus qu'une équipe. Et concrètement, du coup, ça a été une énorme aventure de développement personnel, parce que le truc, c'est que ça change tout le temps. On est tout le temps en train de sortir de sa zone de confort et tout le temps en train de résoudre des problèmes qui sont pas les mêmes. Et au début, on fait tout seul. Enfin, en tout cas, moi, c'était un peu ça. Mais... c'est-à-dire qu'au début, il faut tout savoir faire quand on monte sa boîte. Le marketing, il faut aller chercher les clients, il faut balayer, acheter le PQ. Vraiment, il faut faire le juridique, la compta, parce qu'il faut déposer les statuts de la boîte. Bref. Et donc ça. Et puis après, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour grandir, il faut déléguer, il faut recruter, et il faut prendre des gens qui sont meilleurs que soi pour faire des trucs qu'il a fallu faire suffisamment bien au début pour lancer la boîte. Donc c'est assez contre-intuitif. Et alors comment ça se passe ça? Parce que je sais pas si tu partages ce constat, mais il y a un monde start-up qui peut, par certaines personnes, être un peu archétypal, c'est-à-dire le start-upper, il a des Stan Smith, il sort d'école et c'est un homme blanc qui a fait HEC, je caricature. Il y en a des comme ça, c'est vrai. Il y en a, je les salue, il y en a plein que j'adore en plus. Il y en a même certains qui vont répondre à mes questions dans de futurs épisodes. Donc en plus de ne pas être dans l'intégralité des variables que je viens de donner, tu étais aussi une solo-entrepreneuse, alors qu'on peut dire que dans des aventures comme ça, si je me trompe, je sais pas si tu avais une associée. Comment ça se passe pour toi? En fait, j'ai eu l'idée seule, j'ai commencé à monter le projet seule. Assez rapidement, j'ai rencontré quelqu'un qui a cofondé la boîte avec moi, qui était jeune, qui avait fait pas HEC mais l'EDEC. Ça marche quand même. Et c'était très bien parce que pour le coup, il y a quand même beaucoup de boulot et que c'est très bien de pas être seul. Après, au bout d'1 an, on s'est séparés et moi j'ai continué. Et, c'est aussi très compliqué de travailler de construire ensemble. Il y a un archétype autour de ça qui est très américain. C'est très américain, le mythe de la boîte avec plusieurs cofondateurs. Et c'est vrai que quand ça marche du feu de Dieu, parce que quand tu as 3-4 personnes complémentaires qui bossent comme des âmes damnées pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça donne juste des super résultats. Moi, je suis parvenue à la conclusion que en France, c'était plus compliqué, et pour moi, c'était plus compliqué parce que c'est pas comme ça qu'on a été élevé et que ça demande d'apprendre à fonctionner différemment. Moi, j'étais très bonne en classe. J'ai fait à l'époque Maths-P, ça a changé de nom depuis. J'ai fait prépa école d'ingé, donc j'ai été très bonne en classe. Et concrètement, moi, ce qu'on m'a appris à l'école, c'est d'être la meilleure toute seule. C'est-à-dire qu'il fallait trouver la réponse tout seul, sinon ça valait pas. Il fallait avoir la réponse meilleure que son voisin et plus vite. Et c'est pas du tout ça qu'il faut faire quand tu montes ta boîte à plusieurs. Il faut pas du tout chercher à être meilleur que ton voisin, il faut chercher à être meilleur ensemble et apprendre à être complémentaires, à travailler ensemble. Et moi concrètement, ça a été un des trucs que j'ai appris sur moi dans cette aventure, et notamment avec ça a été
un échec de devoir me séparer de mon cofondateur. Alors ça l'a pas été parce que j'ai appris, parce que la boîte a survécu. Il y a pas mal de boîtes qui se crachent à cause de ça. Oui. Hein. Oui. Donc au final, ça n'a pas été un échec pour Magic Makers, mais ça a quand même été très douloureux, hein, et pour moi et pour lui. Et la chose que moi j'ai appris, c'est ça, c'est qu'en fait, pour moi, c'était pas évident de travailler en équipe rapprochée, et je travaille sur moi tous les jours en fait pour arriver à travailler différemment en équipe, parce que pour le coup, si on travaille pas en équipe, on réussit pas. Ça, c'est une certitude. Tu l'avais depuis le début, cette certitude, ou au début, tu avais peut-être pendant un moment une croyance de voilà, je suis une très bonne élève et je peux aller loin toute seule. Et c'est peut-être plus facile. Non, mais c'est pas facile tout seul non plus. Hein, non, parce c'est différent. C'est-à-dire que la vérité, c'est que tout seul, on est aussi vachement seul face à ses doutes. C'est dur, c'est juste dur, quoi, quand ça va pas. Et puis juste, il y a plein de boulot. Donc, Et tu te regardes à gauche, à droite. Non, on réfléchit quand même mieux à plusieurs. En réalité, non, j'exagère quand je dis que je sais pas travailler en équipe. C'est pas vrai, j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que cette espèce de fonctionnement en co-founder, c'est quelque chose, c'est quand même un travail, un vrai travail en équipe, en peer-to-peer, hein, en fait. Il faut être d'égal à égal, même s'il y en a un qui va peut-être être plus leader que les autres, quand même, il y a c'est quand même fondamentalement quelque chose qu'on nous apprend pas à faire, et ça s'apprend. Enfin, c'est ça demande des soft skills qui s'acquièrent, et quand on les a pas acquises, pareil, quand on les acquiert à 40 ans, c'est plus dur. Hein. Et est-ce que tu penses qu'il y a tout simplement aussi peut-être des profils, des gens qui vont être à l'aise, je dirais, plus ça sera pas facile, hein, mais qui seront à l'aise dans monter quelque chose tout seul et après s'entourer d'une équipe, ce que tu fais. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont être plus à l'aise, mais vraiment, typiquement là on parlait de développement personnel, on parlait de Mark Manson tout à l'heure. Un des trucs sur lesquels que j'ai appris et sur lesquels je travaille, par exemple, c'est tout simplement à dire à quelqu'un quand je suis pas contente de la façon dont il a fait son boulot. Et à lui dire, en utilisant de la communication non violente, pour que ça soit pas quelque chose de douloureux ou que ce soit pas mal perçu, mais que ce soit vu comme au contraire ce que c'est-à-dire quelque chose de bienveillant et constructif. Et alors, comment tu t'appropries ça ? Comment tu arrives par la pratique, par c'est là où je dis, bien sûr, il y a des gens à qui ça va venir plus naturellement, mais en fait, c'est des choses qui s'apprennent aussi, et c'est pas ce que je voulais juste dire, c'est que c'est des choses qu'on nous a pas appris à l'école, et c'est dommage, parce que, encore une fois, c'est plus facile d'apprendre quand on est jeune que d'apprendre plus tard. Bon, en ce moment, t'es sur apprendre le code, donc. Moi, je suis sur apprendre tout court, en fait. Mais oui, c'est vrai, apprendre à apprendre. Non, mais tu as raison. En réalité, comme c'est le propos de Magic Makers, c'est mon propos, c'est le propos de tout le monde dans la boîte quelque part. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc là, on est au début de Magic Makers. Tu as lancé, cofondé, puis fait rebondir la boîte suite à cette étape-là. Comment ça se passe après ? Parce que tu l'as dit toi-même, on peut, à un moment donné, il y a la limite de son propre corps sur ce qu'on peut construire avec ses petits bras et son cerveau. Et donc, tu t'entoures. Est-ce que tu te souviens un peu de cette période-là ? Comment ça s'est passé ? Comment t'es passé de nouvellement à engager une équipe, passer à plus, etc. En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai toujours eu l'ambition de grandir. C'est-à-dire que à Magic Makers, apprendre à coder aux enfants, apprendre à apprendre, je me suis toujours dit que je voulais toucher le plus de gens possible. Et donc, j'ai pas cherché à faire juste j'ai cherché assez rapidement à déléguer quand même. C'est-à-dire que la première année, quand j'ai monté Magic Makers, avant de déposer les statuts, j'ai fait la méthode pédagogique, j'ai animé les ateliers, j'ai monté le projet. Et dès que j'ai lancé vraiment la structure et que j'ai ouvert mon premier centre, j'ai commencé tout de suite par recruter une animatrice à temps plein, puis 2, puis 3, etc., à recruter des gens, et j'ai tout de suite arrêté moi d'animer, parce que je me suis dit, si je veux grandir, ça peut pas être toujours moi, il faut absolument que je sois capable de former des gens pour qu'ils le fassent. Sinon on va pas grandir. Et donc je me suis quand même mis tout de suite en fait dans cette posture-là. Et en fait c'est cette posture-là que j'ai répliquée progressivement, plus la boîte grandissait, j'ai répliqué ça sur toutes les fonctions de l'entreprise. C'est-à-dire que donc au début j'ai recruté des animateurs que j'ai formés, et puis progressivement je les ai fait monter sur la conception pédagogique, et que ce soit eux qui recrutent et forment d'autres animateurs.
Au début, je gérais le centre et je gérais les inscriptions des parents. Assez rapidement, je me suis rendu compte que si on voulait avoir un deuxième centre, j'allais pas pouvoir le faire pour tout le monde. Donc, j'ai fait monter une personne de l'équipe sur ce sujet-là. Et progressivement, toutes les fonctions de l'entreprise, j'ai appliqué cette démarche-là en réalité. Et alors, c'est d'une logique redoutable, et puis ça colle très bien à l'ambition de Magic Makers, qui est un projet en plus très, très important, je pense, pour l'éducation. Très sincèrement, je pense ça. Au moment quand même où tu es devant le fait accompli, de dire voilà, jusqu'à présent j'ai tout fait, je maîtrise la chaîne de bout en bout, et maintenant je recrute mes animatrices, est-ce qu'il y a un sentiment un petit peu de lâcher le bébé, ou de dire je fais moins de terrain? Alors tu vois, on revient au fameux livre de Mark Manson. Comment est-ce que subtilement c'est l'art subtil de s'en foutre complètement. En fait, ce dont il parle, c'est l'art subtil de lâcher prise. Oui, mais ça va totalement avec lâcher prise. C'est exactement ça. Je te confirme que non, c'est pas facile. Et en plus, c'est pas facile parce que au début, tu sais, c'est ton bébé, tu fais tout, tu fais tout pour que ce soit le mieux possible, et après, tu dois laisser faire à quelqu'un d'autre qui fait pas comme toi. Jamais. Et puis si c'est sur ton dos, si t'es sur le dos de la personne à vouloir qu'elle fasse exactement comme toi, bizarrement, ça marche pas. Et puis la personne en plus potentiellement ça l'éclate pas non plus, en plus tu la brides, elle a pas d'idée, enfin l'enfer quoi. Donc c'est vraiment pas évident, enfin en tout cas moi ça a été un vrai travail sur moi, d'apprendre à lâcher prise et d'apprendre à laisser les autres se vautrer et pas faire, enfin ou pas d'ailleurs, en tout cas pas faire comme moi j'aurais pensé, et puis d'intervenir quand effectivement là le vautrage était trop important qu'il fallait rectifier, enfin c'est d'apprendre à faire ça en fait, à passer la main. Ça me rappelle dans un de mes anciens jobs où je travaillais avec beaucoup de consultants. Ce qui était assez drôle, c'est que j'avais une estime très très forte pour toutes les personnes qui travaillaient dans la boîte, parce qu'ils étaient tous exceptionnels, je trouve. Mais par contre, il n'y en avait pas un qui faisait pareil. Dans le process, c'était pas pareil, et c'était très très particulier, parce que des fois t'es obligé de te dire je sais qu'il va arriver au point Z, par contre il va pas passer par K ou par N comme je le ferais, et si je commence à lui mettre des barrières de partout, là ça va mal se passer quoi. Et tu vois, moi à contrario, je me suis rendu compte a posteriori que parfois comme il y avait quand moi j'arrivais à faire un truc, ça me semblait évident que tout le monde allait y arriver. Et parfois, je me rendais pas compte que je demandais des trucs à des gens qui étaient pas là où ils savaient pas encore le faire, ils avaient pas encore les compétences, ou c'était pas là où ils allaient être meilleurs. Et donc, il a fallu aussi que j'apprenne à mieux calibrer ce que je demandais aux gens de faire, et à qui je demandais de faire quoi pour que ça se passe le mieux possible. Tu vois, à contrario, parfois avoir trop confiance, c'est pas non plus. Ça ne suffit pas non plus. C'est vrai. Mais ça me fait penser, j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Je sais pas si je digresse un petit peu, si tu as vu passer cette information sur l'interview qu'Elon Musk a donnée récemment, où en gros il dit, alors ça sonne un peu morbide dit comme ça, il a vécu la pire année de sa vie et que ça va être de pire en pire. C'est un espèce d'interview, alors c'est très lié à la personnalité assez complexe d'Elon Musk, évidemment, mais où il dit alors le business ça va, Tesla ça n'a jamais été aussi bien, SpaceX on se débrouille, Boring Company, etc. Par contre moi ça va pas du tout, je travaille tout le temps, je dors pas, et il termine, une des fins de l'interview, il dit je crève d'envie de déléguer tout ce que je peux, mais je peux pas le déléguer parce que personne n'est aussi bon que moi sur ça. Et je pense qu'il le dit pas du tout dans une approche très pédante ou très prétentieuse, il le dit mais la mort dans l'âme. Alors qu'est-ce qui est de l'ordre de totalement vrai, parce que c'est quand même aussi un esprit brillant, mais et qu'est-ce qui est de l'ordre de c'est très difficile de lâcher ou de pas avoir un niveau d'exigence. Je te demande pas de faire le parallèle direct entre Elon Musk et toi. C'est hyper intéressant. Alors du coup, je vais aller lire l'article. J'ai jamais trop lu Elon Musk, je le vois passer de loin. Il me fascine, mais il m'a l'air à moitié barré quand même. Un petit peu peut-être. mais il a clairement. En tout cas, il impulse des choses extraordinaires. C'est assez impressionnant. Alors, tu vois, on revient sur Subtle Art of Not Giving a Fuck, tout ça. Les questions, moi, que je me pose beaucoup, c'est justement qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, qu'est-ce que j'ai envie, enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et qu'est-ce que je suis pas prête à faire. Parce que c'est marrant quand on dit ça, tu vois, moi j'entends un mec, donc j'ai pas lu l'article, je connais pas Elon Musk, mais ce que tu dis, c'est j'entends un mec qui dit que il a gardé en fait tout ce qu'il pouvait pas déléguer parce qu'il y avait que lui qui pouvait le faire et qu'en fait il en a trop. Ouais. Faut peut-être qu'il lâche quelque chose. Peut-être. En tout cas moi la réflexion que j'ai par rapport à moi, il y a eu un moment où j'étais très fatiguée,
J'en faisais beaucoup. Enfin, en gros, en tout cas, moi, je peux pas être à 100% tout le temps. Je peux pas dormir 4 heures par nuit et je peux pas travailler jour et nuit. Il y a pas beaucoup de monde qui peut. Ouais, Elon Musk qui peut pas non plus en fait. La preuve, il reconnaît voilà, alors probablement sa limite, elle est plus haute que pour d'autres, mais en tout cas, moi, je suis clairement arrivée à un moment à vraiment me rendre compte que, en tout cas, si je devais fournir cet effort-là en permanence, j'avais même plus envie en fait. Ouais. Et donc ça m'a poussé à me poser la question qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qu'est-ce que finalement peut-être que j'en ferais moins. La conclusion pour moi, ça a surtout été que pour que Magic Makers grandisse, il fallait que je recrute. J'ai été recrutée un directeur général. Oui. Pour pouvoir lui déléguer justement le fait d'organiser et structurer l'entreprise pour qu'on passe au niveau d'après. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas ce que je faisais, que si moi je devais le faire, ça me prenait beaucoup trop d'énergie et que j'allais chercher quelqu'un qui allait le faire mieux que moi et que à deux la somme d'énergie allait être beaucoup plus gérable. Ouais, donc quelque part le modèle un peu que les investisseurs recherchent d'un espèce de au moins duo de deux personnes différentes, à défaut de co-founder, tu l'as recréé en prenant un directeur général. Toi, si je me trompe, tu as vraiment un rôle, au-delà du fait que le projet c'est ton bébé, de tête de Magic Makers. Tu es la représentante, tu es celle qui parle, tu es celle qui impulse la vision, et donc tu as un directeur général qui est encore dans l'entreprise qui est arrivé, en fait, c'est même pire que ça. Je l'ai recruté, il est arrivé en décembre et on a fait la levée de fonds ensemble. Ah oui, d'accord. Oui, et je l'ai été le recruter et on a fait la levée de fonds ensemble sur une stratégie qu'on a construite ensemble et que, je lui ai pas demandé d'exécuter ma vision, on a construit ensemble la stratégie qu'il allait exécuter. Et effectivement, oui, c'est exactement, et j'ai été reconstruire ce binôme qui aurait pu être un trinôme, etc. Mais je l'ai fait de façon avec de l'apprentissage passé, d'aller chercher la complémentarité, et d'aller vraiment chercher d'être très clair sur ce que j'attendais de la personne et de valider avec elle qu'elle voulait, qu'elle était d'accord et qu'elle avait les compétences pour le faire. Alors attends, comment ça se passe très concrètement pour faire ça ? Est-ce que c'est quelqu'un que tu avais déjà un petit peu dans le radar, que tu séduisais depuis 2 ans ? Non, j'ai fait un vrai process de recrutement. Tu as fait process de recrutement, entretien, etc. Ouais, justement parce que pour pas être tenter de prendre la personne qui est là, l'opportunité, mais vraiment de m'astreindre à me poser la question c'est quoi la mission qu'est-ce que je lui propose et est-ce qu'il a bien l'envie et les compétences pour le faire. Bon, on le salue s'il nous écoute. Oui, il le sait tout ça, donc j'ai eu cette conversation avec lui aussi. On le salue tout de même. Donc là on est sur le moment de l'histoire où tu commences à recruter, tu trouves un peu ton rythme de croisière pour à la fois motiver, impulser tout ça en bas. La levée de fonds, la première donc de 600 000, ça intervient à quel moment, pour quelle raison, comment est-ce que ça se c'est très simple, sur fonds propres j'ai ouvert un premier centre, j'en ai ouvert un deuxième et là ma trésorerie elle a fait et là je me suis rendu compte que ouvrir un centre, mais c'est normal parce que tu dois avancer de l'argent, parce que il faut prendre un bail et faut recruter des gens faut recruter des gens et puis l'argent met du temps à rentrer, il rentre mais il met du temps, donc ça demande. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que pour grandir, il allait falloir refinancer. Donc, la première levée de fonds de 600 000 €, elle nous a permis d'ouvrir les 4 centres et donc de déjà faire un premier changement d'échelle. Et là, se rendre compte que pour grandir plus, il fallait encore investir plus et différemment. Donc, ça a permis aussi pas mal de repenser le modèle. Moi, j'ai vraiment une réflexion qui est je veux toucher le plus grand nombre. Et donc comment je rends mon modèle scalable alors que c'est un modèle qui est potentiellement compliqué à scaler puisqu'on parle de former des gens qui animent des ateliers en présentiel. Et c'est ce moment où tu te dis on veut scaler, on veut passer à une plus grande échelle, ce qui implique une levée de fonds. Tu l'avais en tête quasiment depuis le début en sachant que ça allait finir par arriver, ou bien c'est en cours d'apprentissage, en essai-erreur, t'as dit j'ai vu le business model avec 2 centres et là si je veux suivre la route. J'ai toujours douté qu'à partir du moment où j'avais un modèle avec des centres et des personnes, ça allait quand même nécessiter un peu d'investissement. Après, si c'était à refaire, je pense que je privilégierais peut-être des modèles quand même plus lean.
des modèles où on est plus indépendant, parce que quand tu fais de la une levée dette, de fonds, des choses comme ça. Enfin. Quand tu fais des levées de fonds, t'es aussi moins indépendant de fait. Bah, c'est plus 100% ton entreprise. Exactement, ouais. Ça, si ça te va, moi j'aimerais bien prendre un petit moment là-dessus. Alors c'est un peu particulier parce que tu es en poste deuxième, levée de fonds, mais j'anticipe très bien la vision qu'il y a derrière et l'outil qu'est la levée de fonds pour l'expansion. Mais alors, dans tous les entrepreneurs que je rencontre, la question de levée de fonds est très très importante. Déjà, parce que c'est dans la starification start-up, c'est important. Ouais, tout à fait. Et aussi parce que ce que tu dis qui est très précis, je lève des fonds. Ça fait partie de l'histoire que je vais écrire, mais j'abandonne aussi une partie, je confie une partie de mon entreprise. Ou en tout cas, c'est un peu comme les histoires de cofondateurs. C'est quand tu fais rentrer un investisseur, tu fais pas rentrer que de l'argent. Et d'ailleurs, il faut le voir comme ça, en fait. Il faut aller chercher un investisseur qui va écrire l'histoire de la croissance avec toi. Sinon, ça peut mal se passer. Et alors pourquoi à refaire, tu dis, tu aurais peut-être envisagé quelque chose d'un peu différent, un peu non dilutif, tout ça? C'est tout simplement parce que ça aussi, c'est une des leçons de grandir et de monter sa boîte. Hein. C'est que, en fait, quand j'ai commencé, j'avais eu une idée innovante, nouvelle, et j'ai tout monté from scratch. Et avec une énorme liberté et très peu de pression. Parce que si ça marchait pas, il n'y a pas grand-chose à perdre, en fait. Et en fait, le problème, c'est que plus tu grandis, plus tu commences à avoir des clients, des salariés, des investisseurs, t'es un peu moins libre. La responsabilité est un peu différente. Ouais, c'est ça. Et donc là, ce que j'exprimais, c'était personnellement, parfois, peut-être, la petite nostalgie d'une forme de liberté, de moindre responsabilité. Et en même temps, avoir de l'impact, c'est aussi avoir des responsabilités. Mais une grille de lecture là, qu'on utilise des fois, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu dans l'entrepreneuriat, que moi j'aime énormément, parce que je pense que ça s'applique à beaucoup de choses dans la vie en général, c'est soit tu choisis le chemin de gauche dans lequel tu seras libre et heureux, soit tu choisis le chemin de droite dans lequel tu seras un conquérant légendaire à la tête d'un empire. Donc là c'est très guerrier dit comme ça, mais avec l'idée que c'est deux chemins qui se rencontrent pas. Tu prends alors là dit comme ça fait un peu extrémiste, mais c'est pas ce que je veux dire, mais c'est est-ce que toi tu as déjà ressenti quelque part cette double voie de dire ok, c'est très important, c'est ma vision et mon ambition d'apprendre à coder aux enfants et donc de faire ça à grande échelle et pas juste à mes 2 enfants, mais aussi c'était bien quand j'étais libre. Et t'arrives à gérer un peu les deux voies dans la tête des fois? Je m'y attelle tous les jours à gérer ces deux voies. En fait, la vérité, c'est que j'ai pas de regrets parce que vraiment, chaque fois que je me repose la question, je pense que c'est important d'avoir. Enfin, je veux avoir de l'impact, c'est-à-dire que et donc il n'y a pas 36 moyens pour ça. Pour moi, l'interrogation, finalement, c'est plus que d'abandonner les responsabilités et puis de revenir à être un truc complètement libre. C'est plutôt, en fait, et on revient à l'art subtil. Mais c'était une intro super que j'ai faite. Voilà, je sens bien à l'art là. subtil de s'en foutre. Ouais, voilà, de s'en foutre complètement. C'est en fait, c'est un peu une question de perception. C'est arriver à s'enlever la pression à soi-même, en fait. Arriver à se remettre dans une posture où on peut à nouveau essayer des choses, prendre des risques, en se disant qu'on gérera si ça se passe pas exactement comme on avait prévu. Ouais. Parce que en fait, il faut prendre des risques. Il faut se libérer de l'espace de créativité. En tout cas, moi j'en ai besoin. J'ai besoin d'arriver à me libérer de l'espace de créativité pour prendre du plaisir à ce que je fais et tout simplement pour être innovante, pour avancer. Pour trouver des solutions nouvelles aux problèmes nouveaux auxquels je suis confrontée tous les jours. Mais ça, c'est alors bon, dans tout le grand principe des questions que les entrepreneurs et entrepreneuses ont dans la tête, c'est que la réponse et la solution, elle leur appartient à elles et eux. Hein, c'est l'expérience, ça se partage pas si bien que ça, malheureusement. Mais cela dit, j'aime bien ton approche qui est un peu de dire, et je rebondis sur des choses que j'ai lues ou que j'ai vues de ce que tu as dit.
Oui, la période du début, elle n'existe plus. C'est un état de fait. Tu es un salarié, tu as des gens à nourrir, c'est un peu comme ça. Tu as t'es maman de plus grand nombre de personnes indirectement, et tu as des investisseurs qui fatalement regardent quelque chose. Et on peut se dire, bon bah voilà, maintenant je suis passé d'un monde où j'étais libre de faire ce que je veux, à un monde extrêmement sclérosé, effrayant. Enfin, on peut être, pas forcément toi, mais il y a des gens qui peuvent le vivre comme ça. Moi aussi, il y a des moments où je suis prise par ce genre de peur. Et ce que j'avais entendu, c'est que tu disais, c'est en fait un autre set de règles. Et c'est pas totalement vrai d'ailleurs au début que tu es libre totalement, parce exactement, que si ça crache... En fait, c'est juste que quand j'ai monté ma boîte, je me suis convaincue moi-même que j'étais libre, et c'est comment je me convainc maintenant, enfin comment je retrouve cet espace de liberté maintenant. Et en fait, c'est vraiment quelque chose dans la posture et dans la façon de voir les choses. On en revient, c'est ce qu'explique Mark Manson de façon plus ou moins... Et alors tu l'as bien travaillé ce muscle-là, d'arriver à recréer ton espace de jeu de liberté dans des règles du jeu qui sont différentes? Ben, écoute, j'y travaille en permanence, quelque part. Après, comme la difficulté, c'est que quand ta boîte elle grandit vite, comme c'est le cas de la mienne, en fait, ton jeu de contraintes il change en permanence. Enfin, il change vite. Donc, t'es souvent confronté à la problématique de retrouver ton espace de liberté dans un nouveau jeu de contraintes. Mais c'est aussi ça qui est fun. Et alors, la suite de l'histoire, parce que là, moi, je te propose un jeu de loi de l'histoire de Magic Makers basé sur les cases que je connais, enfin, que je peux connaître. C'était quoi la suite? Donc, juste après la première levée de fonds, quand on est sur une forme de structure un peu différente, c'était quoi les grands événements marquants? Je pense beaucoup aux entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent, qui peuvent peut-être se reconnaître dans ce que tu racontes. Pour moi, ça a été, en fait, du coup, en l'espace de 6 mois, 1 an, on a fait x2,5 en tout, en nombre de clients, en nombre de centres et en membres dans l'équipe. Et ça a été un enfer. C'est tout ce que je voulais, en fait, quelle horreur. Non, mais et en fait, ça a été dur, quoi. Mais du coup, ça a été hyper formateur, et du coup, ça a aussi mené à se poser la question, ok, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je dois changer dans la façon dont je gère les choses pour que ça se passe mieux. Ça a aussi mené à, en fait, le recrutement du directeur général et une levée de fonds plus conséquente pour avoir plus de moyens pour aller plus vite, plus loin. Mais en s'étant donné les épaules pour porter cette croissance-là. Et alors, donc, du coup, ce moment, c'était quand le moment où tout explose et où c'est super et effrayant à la fois? C'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans, en fait. 2 ans, ouais. Ouais, la rentrée, c'était ça, c'était la rentrée 2016. En fait, on a levé les fonds au printemps 2016. Donc voilà, c'est le moment où on a ouvert 4 centres. On a ouvert Bordeaux et Vincennes en juillet, et Neuilly et Boulogne en septembre, sachant qu'on avait le 15e et le 9e avant, quoi. Donc vraiment l'espace de 4 mois. Et donc à la rentrée 2016, c'était... parce que c'était pas comme si on était hyper structuré. Enfin, forcément, quoi. Hein. Ce serait pas drôle sinon. Et qu'est-ce que, là, en repensant à cette période-là, qu'est-ce que tu as appris pendant cette période-là? Qu'est-ce qui était vraiment la transformation qui a eu lieu entre 2016, peut-être 2017 ou... J'allais dire, quand est-ce que ça s'est arrêté, cette période? Ça s'est jamais vraiment arrêté, j'imagine, mais ouais, ça a changé. C'est compliqué parce que c'est difficile. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, l'expérience, ça se transmet pas. Et donc, en fait, j'ai envie de te dire, ce que j'ai appris, c'est que j'ai changé. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a plein de choses juste de problèmes que je gère plus pareil, et donc c'est compliqué de te dire c'est ça le switch, quoi. Ouais, c'est ça le switch. C'est que au-delà, c'est pas que j'ai compris des choses, c'est que je fais des choses différemment, et que je parle aux gens différemment, et que je recrute pas les mêmes personnes, et enfin je pense, en tout cas, sincèrement. T'arrives à détourer un peu les contours de ce qui a changé à cette période-là, ou c'est... En fait, il y a un autre truc qui a... Si tu veux, en parallèle, quand on a grossi, c'est l'époque où j'avais lu Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Et donc, où j'étais en mode entreprise libérée, la confiance, chacun prend des décisions, chacun gère... Ouais, voilà. Et concrètement, alors si j'ai appris un truc, c'est que l'entreprise libérée, en fait, ça demande un cadre.
En fait, c'est juste que le cadre est différent. Le cadre de contraintes et de règles que tu poses n'est pas le même que dans des entreprises non libérées ou pas en libération. Et ça, je l'ai appris à la dure. C'est-à-dire que quand t'as pas de cadre, en fait, ce que ça donne, c'est un truc hyper anxiogène. Et donc, je me suis retrouvée, quand je dis c'était dur, je me suis retrouvée en 2016, printemps 2016. Donc après, on a géré la rentrée, des trucs, machin, tout ça, avec tout le monde qui était malheureux dans l'équipe, à commencer par moi. Et c'était pas très cool, quoi. C'est très drôle. Je pense à une amie que je vais pas citer parce que je vais peut-être l'interviewer. C'est une entrepreneuse qui a vécu ça. C'est-à-dire, et alors là, je parle à ta place, mais tu me corrigeras. Ouais. Quand tu mets une vraie énergie sincère et un vrai mouvement, une intention sincère à faire que ta boîte et tes 10, 15, 20, 30 personnes soient le mieux possible et que ça va, et que tout le monde va mal, ça doit être particulier. Eh ben, c'est horrible. Pour être passé par là, enfin, moi, je l'ai très mal vécu personnellement. Et alors, du coup, tu me demandais qu'est-ce que j'ai appris. J'ai quand même appris 2-3 trucs. Donc, 1, il faut un cadre. Et 2, il faut accompagner les gens, en fait. Parce que, en fait, être responsable et de ce que tu fais, décisionnaire, en fait, ça demande une très grande maturité. Personnel et interpersonnel, parce que ça demande, quand il y a des conflits, d'être capable de les partager de manière constructive, en utilisant des outils comme la communication non violente, etc. Et en fait, tout ça s'apprend. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent forcément le faire spontanément. Donc, soit tu as un cadre très clair, soit tu accompagnes les personnes pour qu'elles acquièrent aussi la maturité personnelle pour le faire. Et si tu fais pas tout ça, c'est un peu dur, quoi. Et donc, aujourd'hui... moi, je travaille plus sur ces aspects-là. Bon, est-ce que vous êtes un peu plus heureux tous à oui, Magic oui, Makers oui, clairement, oui. Et donc c'est par cette transformation sur dire ok, ça c'est peut-être faut remettre un cadre que c'est un. Ouais, que c'est et puis aussi ça a passé par revenir en arrière sur certaines choses. Concrètement, quoi, c'est pas tout le monde décide de tout. C'est non, il y a des trucs où c'est pas toi qui décide. Enfin, en fait, ça se construit. Le cadre où chacun est décisionnaire, ça se construit, ça peut prendre du temps. J'ai une équipe qui est en autogestion. Où ils s'organisent. Enfin, moi, je les aide, mais globalement, pour le coup, c'est eux qui savent ce qu'ils font et c'est eux qui gèrent qui fait quoi et comment et pourquoi en peer-to-peer. Dans le reste de la boîte, c'est moins comme ça, pour parler très transparent. Mais ça va venir. C'est une question de temps et d'accompagnement. Et alors, donc là, on avance, on est en 2018, on est à la rentrée 2018. La levée de fonds a été closée. Comment tu te sens juste après donc la poste, je sais pas si t'as pris quelques petits jours de vacances. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de une entrepreneuse qui est à sa deuxième levée de fonds, qui se connaît mieux maintenant, qui connaît mieux la boîte. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Alors déjà, une grande forme de sérénité. Parce que pour le coup, je suis super contente d'avoir closé la levée de fonds parce que ça nous donne les moyens de grandir. Donc c'est ça, c'est un énorme poids en fait en moins sur mes épaules. Enfin vraiment, il y a une question de plus grande légèreté. Je retrouve de la légèreté, on va dire. Et après, il y a bien sûr qu'il y a plein de difficultés. Je vois tout ce qu'on n'a pas encore fait, tout ce qu'il faut faire, etc. Mais j'ai une confiance beaucoup plus grande dans le fait qu'on trouvera les moyens d'y aller et que quand on n'y arrive pas, on regardera pourquoi et on ajustera le tir. Et ouais. Qu'est-ce qui joue dans cette confiance? D'où elle vient? Ce sur quoi personnellement je travaille énormément, c'est accepter que des fois ça va pas, que des fois ça marche pas comme on veut, et que chaque fois que ça marche pas, il faut le regarder en face, et que c'est comme ça qu'on trouve la solution et qu'on dépasse. Donc c'est accepter que ça aille pas bien, des fois. Alors là, je fais un peu de la mise en relation archi sauvage, mais si je suis à côté de la plaque, tu me le diras, j'en doute pas. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ce que tu nous disais tout à l'heure, à savoir que tu as été une élève brillante, que tu avais des 19 et que quelque part pour avoir des 19 et des 20 et que pour avoir des très bonnes notes, la recette elle est pas simple mais elle est pas complexe, on va dire, et que là même en étant super acharné, tu peux pas toujours réussir. Tu penses qu'il y a un lien il y a à clairement faire, là ouais, accepter que des fois t'as pas tout le temps 19 en fait.
Mais on en revient à, pour trouver la solution, faut se tromper. Hein. Donc accepter, des fois, faut passer par le truc où ça marche pas, on n'y arrive pas, on est en conflit, et puis par contre, on le traite et on le résout et on avance. Et qu'est-ce qui t'aide à... Parce que la personnalité de jeune étudiant, jeune élève qui avait des 19, elle était quand même une bonne partie de ta vie. Qu'est-ce qui te permet d'aider à passer à ok, bon, je vais me tromper, je me suis déjà trompé, j'aurais pas que des 19 dans Magic Maker. En fait, plein de fois, j'y arrive pas, plein de fois. Oui, bien sûr. Non, mais justement, c'est ce que je te dis, c'est que là maintenant, te planter, ramener des 2/20 à la maison, ça fait partie de ta vie, c'est obligé. Et comme tu dis, tu pars avec beaucoup plus de sérénité maintenant. Est-ce que c'est le fait d'en avoir pris plein où tu dis maintenant je sais que ça fait partie, il y a d'autres choses. Je cherche pas à répliquer une recette magique, mais je trouve ça intéressant de voir comment ça se fait. Pour le coup, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, ça fait partie c'est un vrai juste travail de développement personnel. Ouais, c'est-à-dire que je me suis mis à la méditation, j'ai fait c'est un truc qui m'aide énormément, la méditation de pleine conscience, mais pas juste, c'est pas le fait de méditer qui m'aide, c'est le fait, c'est tout ce que ça m'aide à prendre, ça m'aide à réaliser sur moi, sur les autres et sur. En fait, la méditation de pleine conscience, globalement, c'est accepter justement déjà voir comme on est et être capable de se voir réagir, de se voir penser, et donc commencer à créer un espace de liberté où on va pouvoir agir différemment. Et non pas de façon mécanique ou réactive. Et en fait, cet entraînement-là, ça aide, tout simplement. C'est pas facile, et je suis loin d'y arriver, mais je m'entraîne tous les jours. Je place un petit aparté ici, pour tous les entrepreneurs et entrepreneuses que je rencontre. Il y en a beaucoup qui me demandent un peu qu'est-ce que je dois faire. Alors le principe du coaching, c'est pas ça, c'est de tout essayer de trouver, mais par contre s'il y a un conseil que je donne bien volontiers, c'est méditer. Parce que c'est pas facile. Alors moi-même je suis pas du tout le meilleur pour faire de la méditation tous les matins, même si j'essaye, mais c'est un vrai gain. Ça marche, quoi. Ouais, ça marche dans la durée. Mais justement, en fait, c'est un exercice de lâcher prise. Oui. En fait, donc globalement, c'est juste ça. Tu t'entraînes tous les jours à lâcher prise sur tes émotions, etc. Donc, ce qui fait que, concrètement, la prochaine fois que tu te prends un 2/20, tu essayes de mettre en pratique ton entraînement au lâcher prise. Après, je fais aussi d'autres. Je suis dans une association de dirigeants qui s'appelle EVH, avec 4 séminaires par an de co-développement, et ça m'aide énormément. Voilà. mais ça fait 2 ans et demi. En gros, il n'y a pas de secret, ça prend du temps. T'es quelqu'un qui est impatiente de nature ou pas ? Oui. Ah, bien sûr. Oui, moi je veux que moi j'ai une idée, je veux que ça marche tout de suite. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui t'aide toi à gérer l'impatience ? Ouais, bien sûr. Puis après, l'impatience a du bon aussi. C'est aussi parce que je suis impatiente et que j'ai envie que les choses arrivent que je fais plein de trucs. Donc voilà, c'est un mélange, c'est un peu d'équilibre entre tout ça. Bon, on va arriver à la fin bientôt de nos discussions. Moi, on en avait parlé avant de commencer à lancer le podcast. Ça m'intéresse de savoir s'il y a des choses dont on n'a pas parlé ou dont on a parlé, mais que toi t'as dans la tête en tant que fondatrice de Magic Makers, des choses dont t'aimerais qu'on parle. Grand silence. C'est pas grave. Non, les questions que je me pose, elles sont pas très formulées, donc je suis pas sûre que ça. Même pas formulées, c'est intéressant. Si y a un bout de truc qui te vient où tu te dis tiens ça, je sais pas pourquoi dans ma tête en ce moment ça tourne. Non, je réfléchis beaucoup mais je vois pas du tout de solution en fait sur les modèles économiques. Ouais. Sur les modèles économiques. Comment faire des modèles économiques qui soient vertueux, pour la société. Parce que moi je suis dans le secteur qui est celui de l'éducation. Et l'éducation en France, c'est gratuit et c'est très bien, c'est public. Et en même temps, Et en même temps, comment on crée des contextes innovants où voire on peut inventer des modèles où on peut gagner sa vie
sans s'enrichir sur les gens, mais comment on peut faire des choses qui sont économiquement viables et qui sont justes pour tout le monde. Je sais pas si... Ah si, c'est très très clair. Je pense à beaucoup d'entre... Alors c'est un monde un peu connexe, mais beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui sont dans cette question-là, de dire comment est-ce qu'on arrive à réconcilier une mission de l'entreprise qui est très souvent philanthrope, très souvent orientée vers un but grand, comme c'est le cas de Magic Makers. Voilà, on n'est pas en train de faire des chatbots ou d'optimiser du SEO. Enfin, je sais pas, j'ai rien contre le chatbot et le SEO, hein, si vous nous écoutez et que vous faites ça. Et une réalité de ce que ça veut dire de lancer une entreprise qui a vocation de scaler, à savoir que y a un business model qui est obligatoire. Et, exactement. Et qui est aussi vertueux, parce que quand il y a un business model, on doit se poser la question de est-ce que je fais viable, rentable, où est-ce que je mets mon énergie en fait, aussi. Donc bon, ça, une question d'efficacité en fait. Donc voilà, c'est des questions que je me pose beaucoup et je n'ai pas trouvé la réponse. Mais je pense que c'est des questions qui émergent. Enfin, je suis assez convaincue en fait que c'est des questions dans l'air du temps et que y a des réponses qui vont émerger dans les années qui viennent. Bon, on fera un Magic Makers 2020 dans le podcast Yaniro et tu diras non, mais en fait le business model ça allait, c'était pas très compliqué. Maintenant c'est oui, c'est ça, voilà. autre chose. Bon, Claude, je te remercie beaucoup. C'était très intéressant là de pouvoir échanger avec toi pendant ce moment. Petite question, des personnes qui ont envie de te trouver, de te parler, de rebondir sur l'interview, on les envoie où? On les envoie nulle part. Laissez-moi, j'ai du travail. Non, je plaisante. En fait, très le meilleur moyen de te je commence à être assez sollicitée. Donc je pas tout de suite. Non, alors, en réalité, j'essaie toujours de faire de la place pour rencontrer des gens. Souvent, le meilleur moyen pour me contacter, c'est par quelqu'un. D'accord. Ouais, quand même. Par une mise en relation. En même temps, je connais plein de gens, donc vous connaissez sûrement quelqu'un que je connais. Mais c'est encore le meilleur moyen. Parce que quand on me contacte from scratch, voilà. J'ai pas toujours le temps. Non, mais c'est aussi la réalité. Voilà. Pas de souci, on fera ça. Et donc, question de la fin que je te propose, assez classique, mais qui est vraiment à vocation de ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu dirais, pas forcément un conseil, à un ou une entrepreneuse qui se lance maintenant? Alors, je te demande pas d'être la sagesse incarnée, mais qu'est-ce qui te vient que tu as envie de dire à... Le plus important, c'est de savoir pourquoi. De se poser la question en permanence, pourquoi faire. Et d'être très clair sur ses motivations et la mission qu'on veut donner à son entreprise. Et de se poser la question régulièrement, parce que ça peut changer dans le temps. Ça a changé le pourquoi de Magic Makers ? Non, la mission fondamentale n'a pas changé, mais la façon dont je veux le faire, dont je peux le faire, ça peut changer. Puis, ne serait-ce que se poser la question régulièrement, ça permet aussi de vérifier qu'on est toujours super motivé. En fait, en gros, globalement, mon conseil, c'est de faire quelque chose qui a du sens pour vous, quoi. Et c'est comme ça que ça marche. Ok, bon, je te remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou sur Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de me faire vraiment plaisir, ces avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Merci beaucoup et au prochain épisode.